Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire d'ARI Arab Reform Initiative intitulé La Tunisie à la COP 26, du local à l'international. Alors, je vais juste attendre une minute ou deux pour que tout le monde puisse arriver et nous allons commencer très bientôt. Je pense que on pourra commencer. Euh, donc, encore une fois, bienvenue tout le monde. Intitulé La Tunisie à la COPAL, Bedir Hamoudou. Je suis chercheur partie de la série Politique environnementale dans le monde arabe, d'Arab Reform Initiative, ARI. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter avec trois intervenants spécialistes du sujet de la participation tunisienne à la COP 26. Je voudrais commencer avec une petite introduction sur le sommet de Glasgow. Le sommet de Glasgow qui a eu lieu en novembre dernier sur le changement climatique pour une 26e fois. Au cours de la COP26, les pays ont réitéré leur engagement à faire face au réchauffement climatique. Par le biais de Glasgow Climate Pact, ils se sont mis d'accord pour réduire progressivement l'utilisation de charbon, d'actualiser leur contribution déterminée à l'échelle nationale, connue sous le nom de CDN, et d'accompagner les pays en développement sur le plan financier dans la lutte contre le réchauffement climatique. La COP a aussi abouti à la finalisation de l'accord de Paris, part présente au sommet de Glasgow et de la société civile. Donc, nous allons aujourd'hui trois intervenants avec vous et que je voudrais vous présenter très brièvement. Monsieur Mohamed Zemeli. Monsieur Zemeli, vous êtes le point focal de la Tunisie pour la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Vous êtes chef de l'unité nationale de coordination sur les changements climatiques au sein du ministère de l'Environnement. Vous avez été à la tête de la délégation tunisienne durant le sommet de Glasgow et avant cela, vous avez représenté la Tunisie dans de plusieurs événements. Bienvenue, Monsieur Zemerli. Bonjour, cher ami, et merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que le son fonctionne? Donc, en deuxième lieu, nous avons avec nous Madame Emna Fourati. Madame Fourati, vous êtes active au sein des délégations tunisiennes, y compris donc la COP26, à laquelle vous avez été présente en tant que bienvenue, Madame Fourati.
Merci Badil, merci à Arab Reform Initiative pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous et de parler de la participation tunisienne à la COP 26. Merci. Et en dernier lieu, nous avons avec nous Madame Aïda Delpuech. Madame Delpuech, vous êtes journaliste au sein du média tunisien Intifada. Vos travaux portent souvent sur les thématiques liées à l'environnement, vous Journalism Network, et vous avez rédigé de plusieurs articles sur le sujet. Bienvenue, Madame Delpuech. Donc, si vous m'entendez, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je voudrais juste me rassurer que ma voix s'entend bien. Non? Alors, je demande dans ce qu'elle a appelé. Est-ce que ça va mieux maintenant? Peut-être. Non? Si? Si, pour moi, oui. D'accord, merci. Donc, nous allons commencer par les questions que nous avions préparées et ensuite nous allons passer aux questions des spectateurs. Donc, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet questions-réponses Q&A de Zoom et je les adresserai à nos intervenants. Je vais commencer par les questions et je voudrais demander juste à nos intervenants s'ils pourraient garder leurs réponses en dessous de 7 ou 8 minutes par chaque question. Et Madame Delpuech, je voudrais commencer avec vous avec une question un peu plus ouverte, plus générale. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre impression sur la COP26 en général et sur la performance de la délégation tunisienne en particulier? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'était ma première participation à une COP. Donc, c'était assez inédit. J'ai découvert beaucoup de choses. C'est un fonctionnement très complexe. J'ai rencontré beaucoup de journalistes qui couvrent des COP depuis des dizaines d'années et qui disent encore aujourd'hui ne pas comprendre entièrement comment ça fonctionne. Donc j'imagine que même pour des gens qui font partie de la délégation des négociateurs, ça doit être assez impressionnant aussi. Donc moi j'ai pu assister à cette COP grâce à une bourse du Earth Network Journalism et j'ai couvert les négociations pour donc le média dont je faisais partie, Intifada. Et j'ai pu rencontrer avant de partir et également sur place pas mal de membres de la délégation tunisienne, dont Monsieur Zmedli que j'ai interviewé avant le départ et sur place ensuite. Donc, que vous dire par rapport à cette délégation? Je pense qu'il y a eu un énorme effort de formation cette année comparé aux autres années. J'ai pu assister à certaines séances. Il y a également eu comment, la présentation des nouveaux objectifs climatiques fin septembre 2021. Donc la Tunisie a actualisé, comme le veut l'accord de Paris, ces nouveaux objectifs après les premiers qui ont été émis il y a 5 ans. Donc je pense que par rapport aux autres COP, il y a eu un travail de fond, de préparation de cette délégation. Je pense que les gens qui en faisaient partie, M. Zmedli et Emna Foulet, ils pourront vous en dire plus. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Justement, sur ce point, je voudrais passer à M. Zmedli et lui adresser une question plus sur justement les promesses de la Tunisie, sur en fait l'actualisation de la contribution déterminée au niveau national de la Tunisie. En fait, juste quelques chiffres. La Tunisie s'était engagée en 2015 à réduire son intensité carbone nationale à 41%. Il a actualisé ce chiffre à 45% pour réduire justement son intensité carbone jusqu'en 2030 par rapport au niveau de 2010. Mais, M. Zemerle, j'ai un point que je voudrais soulever, c'est que depuis 2010 jusqu'à 2020,
l'intensité carbone de Tunisie a baissé de 6,7%. Donc, comment faut-il comprendre en fait la performance de la Tunisie sur cette question dans les dernières années? Qu'est-ce que la Tunisie compte faire concrètement pour réaliser ses objectifs, en fait, devenir encore plus ambitieux avec COP26? Qu'est-ce que nous attend en Tunisie concrètement? Très bien, merci pour la question. Je pense que c'est un sujet intéressant qui est très lié sur l'effort national qui doit être harmonisé avec les objectifs au niveau international. Peut-être je ne vais pas être lent, mais juste avant de commencer, ce qui est important à connaître, c'est que vu l'ampleur du changement climatique, qui nécessite vraiment un engagement au niveau international, et la COP26 en général, ce n'est pas une COP où on discute des priorités nationales, mais c'est une COP, et toutes les COP, c'est l'organe suprême, et c'est une rencontre annuelle de tous les pays membres pour s'engager collectivement sur une action collective la plus ambitieuse pour réduire les émissions et réduire les impacts du changement climatique. Donc, on ne part pas avec une vision tunisienne propre, à la limite opportuniste, mais on part avec comme pays membre pour discuter et débattre de l'action collective et l'engagement collectif de tous les pays. Ça, c'est important de comprendre parce que on a toujours, quand on va à la COP, mais qu'est-ce que vous allez discuter par rapport aux priorités nationales? Et est-ce que la Tunisie a bénéficié, quand on retourne à la COP, de financement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans une approche opportuniste, on est plus dans un enjeu international. Et ce qui est important, en général, il n'y a pas de résultat spécifique pour la Tunisie ou pour n'importe quel pays du monde. Le résultat est pour la Terre et pour la planète. Et le résultat, c'est des actions, c'est des décisions qui s'appliquent à tous les pays. Mais il faut être dans la logique à la fois de contribuer efficacement à ce que le résultat soit le plus ambitieux que possible et contribuer également chaque pays de son côté pour respecter et contribuer à l'achèvement de cet objectif et ces décisions des différentes COP. Ça, c'est le plus important. Je pense que dans cette logique-là, c'est que, comme vous avez dit, donc, ce qu'on a fait, c'est avant la COP, mais ce n'est pas en fait spécifique à la COP. Ce n'est pas un travail qu'on fait avant la COP 26, mais chaque pays doit identifier sa politique climatique et ses objectifs. Et ces objectifs contribuent à l'objectif mondial. Et ça, il faut comprendre les choses comme ça, et c'est un processus qui se fait tous les 5 ans. Il faut tous les 5 ans que chaque pays, y compris la Tunisie, qui est membre et partie de la Convention, actualise tous les 5 ans son objectif. Et pas n'importe comment, il faut actualiser de telle sorte qu'on augmente progressivement les ambitions et qu'on aille vers un objectif en 2050 qu'il faut identifier pour chaque pays. Et cet objectif au niveau mondial, c'est la neutralité carbone, c'est zéro émission et en 2050. Et donc, il faut améliorer les CDN ou les politiques nationales pour converger vers cet objectif 2050. Voilà, c'est juste pour au niveau cadre général. Pour la Tunisie, oui, comme vous l'avez bien dit, c'est que l'objectif en termes d'atténuation ou de réduction des émissions, c'est qu'on passe d'une intensité de 41% à l'horizon 2030. C'est un objectif qui a été fixé en 2015 lors de notre première CDN. Ça a été actualisé avec plus d'ambition, tel que exigé au niveau de l'accord de Paris, et on est passé à 45%. Ce qui est important, je pense que c'est même avant 2010, c'est qu'avec beaucoup d'actions, notamment qui ont porté sur l'énergie et qui ont porté sur l'efficacité énergétique, pas le renouvelable, parce que le renouvelable et le travail sur les énergies renouvelables, c'est un peu récent, ça date à peu près depuis, on a commencé à réfléchir à ça peut-être en 2008-2009, mais les questions d'efficacité énergétique, on a commencé
à réfléchir et je pense que dans mon évaluation personnelle, on a réussi. On était parmi les pays de la région MENA qui ont réussi le plus sur l'efficacité énergétique. Ce qui a donné une réduction de l'intensité carbone sans que cette réduction émane d'un engagement climatique. Mais ça émane d'une urgence et d'une nécessité économique de réduire les émissions qui ont été à ce stade-là et à cette époque-là très liées à l'augmentation du prix du pétrole. Donc, c'est ça. Et à partir de 2015, il faut redoubler d'efforts. Il faut plus d'engagement. C'est ce qu'on appelle les efforts additionnels des pays qui doivent s'engager en dehors de leurs priorités économiques, mais s'engager un peu plus, avec beaucoup plus d'ambition dans la réduction des émissions. C'est pour cela que maintenant, et dans la CDN, la première et la deuxième CDN, qu'on a amélioré les ambitions pour accélérer ce qu'on appelle la transition économique, mais énergétique plutôt, mais pas uniquement l'énergie. Hein. Il y a 4 secteurs d'émissions au potentiel de réduction des émissions sur lesquels on travaille et sont reflétés dans la CDM. Mais juste la partie énergie, c'est quand même 70% à 72% de l'ambition et de l'engagement de la Tunisie. Mais il ne faut pas oublier le secteur agriculture et l'industrie également, ce qu'on appelle les procédés industriels, mais également les déchets. C'est vraiment des voies importantes de développement, et de réduction des émissions et de protection de l'environnement. C'est des éléments importants. Juste, je vais m'arrêter là pour ne pas accaparer la parole, mais s'il y aura plus de besoin de précision encore, je suis là. Merci. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, nous allons pouvoir y revenir s'il y a des questions qui seront posées après, à la fin. Donc, je voudrais continuer avec Madame Emna Frati. Donc, vous êtes activiste, bien sûr, de l'environnement. Juste avant la COP26, vous aviez mené une initiative pour inclure les recommandations des jeunes Tunisiennes et des jeunes Tunisiennes dans la CDN de la Tunisie en tant qu'une activiste environnementale. En fait, je voudrais demander votre impression en tant que peut-être une représentante de la société civile. Quelle a été aussi la contribution de la société civile, des activistes et des mobilisations au travail de la délégation tunisienne en fait? Et quelle place occupe aujourd'hui la société civile? Quelle place a-t-elle occupée au long du sommet? Merci Badir. Peut-être je vais rectifier quelque chose avant de commencer à répondre à votre question. En fait, cette année, à la COP26, je n'ai pas participé en tant que représentante de la société civile, mais en tant que représentante de la délégation tunisienne et plus particulièrement du groupe des jeunes négociateurs. Mais par contre, je pourrais vous parler de la participation également de la société civile parce que durant mon cursus professionnel, j'ai eu beaucoup de participation, donc assez diversifiée au COP, en tant qu'activiste, aussi en tant que représentante d'une ONG qui était Observer et aussi en tant que membre de la délégation. En fait, moi, je travaille en tant que consultante changement climatique. Mais j'ai commencé avec une organisation qui s'appelait Rage Tunisie. Donc, j'ai eu ma première participation en 2023. Pardon, en 2018 à la COP 23. Donc, j'ai eu l'opportunité d'organiser 3 side events pour présenter le projet dont je gérais à l'époque donc au sein de l'organisation Rage Tunisie. Par la suite, donc, l'association elle a eu son accréditation UNFCCC pour être observer. Et à la COP prochaine, c'est-à-dire à la COP 24 en 2019 en Pologne, donc on a eu une participation en tant qu'observer où on a observé les travaux d'une part de la délégation tunisienne, mais avec un focus sur la participation de la société civile et des autres délégations dans la région MENA particulièrement. Donc, la région à laquelle elle appartient la Tunisie, donc on a assez les mêmes intérêts du travail. Par la suite, donc à la COP25, j'ai participé en tant que représentante de la délégation tunisienne.
Et à la COP26, on a eu la chance de faire partie du groupe de jeunes négociateurs. Donc, il s'agit d'une initiative qui est lancée par le ministère de l'Environnement, donc particulièrement par le GPO, donc délégué par M. Mohamed Zmerli, et elle a été appuyée par la GIZ. Donc, 16 jeunes qui ont été sélectionnés à travers un appel à candidature lancé vers le mois d'août. Et on a eu suivi un cycle de renforcement de capacité donc assez intensif. Donc, on a travaillé sur le cadre international de la négociation, mais aussi sur des thématiques bien précises que le ministère de l'Environnement et particulièrement notre point focal, M. Mohamed. Donc, il a voulu qu'on fasse un plus de focus parce que les participations antérieures n'ont pas réussi à couvrir toutes les thématiques de négociation. Donc, on a travaillé sur des thématiques nouvelles, donc comme le genre, comme le ACE, comme le renforcement de capacité. On a fait un focus sur le loss and damage, la vulnérabilité, l'agriculture. Donc, vraiment, on a pu couvrir plusieurs thématiques à travers les sessions de formation, d'une part, et d'autre part, lors de notre participation. Et honnêtement, puisque j'ai eu des participations assez diversifiées au COP, je suis particulièrement satisfaite par rapport à notre participation en tant que délégation tunisienne, puisqu'elle était très riche. Donc, à part les représentants des ministères qui ont l'habitude de participer au COP et de couvrir des thématiques bien déterminées, aussi la participation des experts, mais aussi la participation des jeunes négociateurs qui ont appuyé d'une part les représentants des structures publiques qui ont l'habitude de participer, mais aussi ils ont réussi à couvrir de nouvelles thématiques. Et franchement, à part la couverture des thématiques, ils ont eu des initiatives, c'est-à-dire ils ont pris la parole lors des sessions, informal session, et vraiment la position de la Tunisie, elle a été bien reflétée lors de cette conférence des parties, d'une part, durant la participation, mais aussi après la COP à travers l'organisation de plusieurs retours COP pour refléter notre participation. Aussi, donc, au sein du membre des jeunes négociateurs, il y avait des jeunes qui ont participé en tant que qui ont représenté des ONG. Donc, je cite Ahmed Belhaj, donc, qui a représenté le mouvement Youth for Climate. Et lui, il a eu la chance de participer, à part la COP, à la Conference of Youth, donc l'accueil. Il a vraiment eu beaucoup de contributions au nom de son mouvement Youth for Climate. Mais aussi, il y avait Amal Riden, donc, qui a participé avec le Global Shaper, et elle a eu la chance de parler, de représenter la société civile lors de side event officiel de la Tunisie, donc à travers donc une intervention très très riche en parlant de l'initiative menée par Global Shaper durant leur action climatique. Donc voilà, brièvement, c'est ce que j'ai à dire à propos de la participation tunisienne durant la COP26. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je voudrais revenir à Madame Aïda Delpech, en fait, et poser une question. Commencer en fait par une citation que je tire d'un article que vous avez écrit. Vous avez écrit: à la COP26, le financement climatique est une question de justice. Donc, en fait, cette question de la justice sociale est quelque chose qui revient, de justice climatique, est quelque chose qui revient de plus en plus quand on parle de la question de changement climatique. Donc, je voudrais vous demander quelle est la valeur, en fait, de voir les COP, y compris la COP26, comme une opportunité pour travailler sur la justice sociale. Quel type de transformation, en fait, une telle approche peut nous conduire? Est-ce qu'on vous entend C'est parfaitement? moi. Je vous remercie pour votre question parce que j'allais justement rebondir sur l'intervention de Monsieur Mohamed Zmerli. Et justement, j'allais aller en ce sens parce que Monsieur Zmerli disait tout à l'heure que justement, les COP sont un grand moment de collectivité où tous les pays se rejoignent pour essayer d'envisager des solutions pour un avenir un peu plus soutenable sur
terre, mais je pense aussi que c'est un moment où il faut diviser et comment dire, énumérer les responsabilités, et notamment les responsabilités liées aux accumulations des émissions carbone, donc la responsabilité historique de certains pays comparée à d'autres. Et c'est donc sur cette question que se pose la question de la justice climatique. Donc, pour vous donner quelques petits éléments de contexte, la Tunisie fait partie de plusieurs groupes. Donc, on ne vient pas tout seul en tant que pays, on fait partie de coalitions. Et elle fait partie notamment de la coalition africaine, donc du groupe africain, qui, pendant la COP26, a énormément plaidé pour que justice climatique soit rendue, et notamment en matière de financement. C'était un des gros nœuds des négociations à Glasgow en novembre dernier, c'est-à-dire qui va payer, notamment du côté des pays riches, pour aider les pays plus vulnérables et plus pauvres à faire face aux conséquences et aux effets du changement climatique. Donc, c'était une très, très grosse discussion. Ils ont notamment rappeler que en 2009, pendant la conférence de Copenhague, les nations les plus riches s'étaient engagées à verser chaque année 100 milliards de dollars vis-à-vis des nations les plus pauvres pour justement les aider à faire face aux effets du changement climatique. Et cette promesse n'a pas été atteinte, elle le sera en 2023. Donc ça a été un grand débat lors des COP. Donc voilà, moi, c'est un moment où justement on revient sur les responsabilités historiques de certains pays. Et la Tunisie fait partie de ces pays, notamment du continent qui sera les plus à risque et le plus impactés par les effets du changement climatique. Je vais rappeler ce que beaucoup de personnes ici savent, mais la Méditerranée fait partie de ce qu'on appelle un hotspot, donc un endroit sur Terre où le réchauffement est beaucoup plus rapide qu'à d'autres endroits. Donc, ça va nécessiter des mesures d'adaptation. Donc, il va falloir être résilient par rapport à ces menaces qui déjà sont là. En fait, on ne parle même plus de menaces, on parle déjà de réalité. Moi, je le vois pendant mes reportages, quand je vais rencontrer des communautés très vulnérables, comme des agriculteurs, qui, eux, déjà vivent de plein fouet les conséquences du réchauffement, les conséquences de la sécheresse. Donc justement, en fait, cette question de justice climatique, elle m'amène également à parler d'adaptation, parce que on a évoqué tout à l'heure le texte, donc la contribution déterminée au niveau national de la Tunisie, donc les nouveaux engagements climatiques de la Tunisie qui ont été formulés en septembre 2021. Et cette contribution donc, contient une estimation du budget nécessaire pour répondre aux différents enjeux qui se profilent. Et alors, il a été estimé que le pays aurait besoin, il me semble, 19,3 milliards de dollars entre 2021 et 2030 pour justement appliquer toutes les mesures nécessaires. Et dans ce budget envisagé, il n'y a que 20% du montant total qui irait aux mesures d'adaptation. Donc l'adaptation, comme je disais, c'est savoir se préparer et répondre aux effets du changement climatique. Ça peut être renforcer les infrastructures, les routes, former la population à se prémunir en période de forte chaleur, accompagner les agriculteurs vers d'autres méthodes et d'autres manières de faire qui soient plus résilientes. Et donc voilà, moi, un des constats que je fais dans mon papier, c'est de dire qu'en fait, la Tunisie est un pays extrêmement vulnérable. On est
on est un pays très peu émetteur, c'est 0,07% des émissions mondiales. Et pourtant, on a un budget qui se focalise dans sa grande majorité sur des mesures d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une question que je voudrais poser à M. Zmerli. Voilà, donc c'est toutes ces choses à réfléchir en fait quand on parle de justice climatique, qui doit payer, et puis nous en tant que pays vulnérable, où diriger notre budget. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bon, ça tombe bien, donc, parce que j'allais passer à M. Zmerli à la suite. Donc, M. Zmerli, je vais vous laisser justement le temps de répondre justement à la question de Mme Delpech et y ajouter peut-être un petit point aussi, justement sur la question de financement. Comment est-ce que ça se déroule en fait, ces négociations sur la question de financement? Comment, enfin, vous avez évoqué tout à l'heure justement que ce n'est pas une question qu'on n'arrive pas avec des choses nationales en tête. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a une volonté justement de la part des pays industrialisés à respecter leur engagement? Et sinon, en fait, comment ça se forme aussi les coalitions ou les coopérations entre les autres pays, peut-être les pays du Sud, les pays d'Afrique? Donc, tout cela, c'est pour vous, M. Zmerli. Merci. En tout cas, j'ai bien aimé la clarté de la vision et l'analyse de Haïda. Sur le rapport de la politique climatique ou la CDN. Pour moi, c'est un peu la politique climatique, la CDN. C'est tout ce que les pays engagent pour répondre aux exigences de l'accord de Paris. C'est très intéressant cette vision, mais juste, je voudrais clarifier quelque chose, un certain nombre de points. Premièrement, par rapport à la justice climatique, c'est vraiment un enjeu parce que, comme l'a dit Haïda, il y a des pays qui historiquement sont responsables au changement climatique et des pays qui sont très vulnérables et qui ont subi les impacts, qui continuent à subir les impacts conséquents du changement climatique. Quand vous voyez notre agriculture, les ressources en eau qui se dégradent et on est dans un stress hydrique presque chronique en Tunisie, les impacts sur l'agriculture, le rendement agricole, mais pas uniquement sur la santé, sur le tourisme. Et c'est des impacts très liés au changement climatique. Il y a des impacts qu'on identifie d'indirects, tels que l'immigration au niveau interne, au niveau à l'extérieur du pays. Il y a la question de pauvreté et les disparités au niveau des régions. Et on voit ça dans les régions dont l'économie se base en grande partie sur l'agriculture. Les impacts économiques et les impacts sociaux sont énormes. Parfois, on ne fait pas le lien. On a l'impression que quand on parle du changement climatique, on parle uniquement d'environnement et des émissions, mais vraiment, l'enjeu est beaucoup plus grand. L'enjeu est pratiquement maintenant économique, voire même politique. Et c'est très lié aux politiques de développement et conditions et le bien-être social. C'est vraiment un enjeu important. Par rapport à la question de justice climatique, qui doit faire quoi? Je pense que ce principe de justice climatique, il est reflété dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il est rappelé dans l'accord de Paris parce qu'on a ce qu'on appelle la responsabilité commune, mais différenciée. C'est que tous les pays du monde ont la responsabilité de faire face au changement climatique, mais en fonction de leur capacité, de leurs moyens, et également de leur responsabilité historique. Et ça, c'est important. Mais le contexte politique international a beaucoup changé depuis qu'on a adopté la Convention. C'est qu'on se situe dans des conditions politiques, géopolitiques, économiques très, très diffuses. C'est qu'actuellement, est-ce qu'actuellement, on se retrouve avec une émission des pays en développement qui dépasse largement ce qui est émis par les pays développés? C'est une surprise, mais quand on voit un pays comme la Chine, par exemple, qui est le deuxième émetteur du monde, l'Inde, les autres pays tels que l'Argentine, le Brésil, et on a plus que 50% qui est émis actuellement des émissions au niveau mondial. Ce sont des émissions qui émanent des pays en développement.
Et donc, la situation a beaucoup changé depuis 1992, date à laquelle on a adopté la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et également, la situation économique, parce que quand je vois Aïda qui parle de les pays développés doivent payer ou doivent assumer une responsabilité dans le financement du climat. Et là aussi, on a une situation géopolitique très diffuse. On voit qu'un pays comme la Chine, parmi si ce n'est que le premier ou le deuxième pouvoir économique mondial, c'est un pays qui est classé en développement. Et donc dans l'esprit de la Convention, n'a pas forcément des obligations de financement parce que c'est un pays en développement. Et d'autres pays, on voit que des pays tels que les pays scandinaves, qui sont c'est des pays classés pays développés et on trouve parmi les pays de l'Union européenne, par exemple, des pays qui sont extrêmement endettés, et même les États-Unis. Et donc, même la situation économique, elle a beaucoup changé. On est dans un contexte géopolitique qui évolue et on ne comprend plus qui a l'argent, qui émet le plus. Donc, la situation a beaucoup changé. Mais ça n'empêche que ce qui est important, c'est de dire qu'on doit travailler ensemble. C'est ça l'idée, et c'est ça l'accord de Paris, on doit travailler ensemble pour une solidarité internationale, et je pense que ça rejoint l'idée de la justice climatique. Comme l'a dit Aïda, nous, on collabore avec beaucoup de pays, et notamment, on collabore parfaitement avec le groupe Afrique. On ne partage pas forcément les mêmes idées, mais on essaie de s'harmoniser et de travailler sur des orientations générales communes, mais on garde toujours les priorités nationales. Je pense que ce qu'on ne partage pas parfaitement avec le groupe Afrique, c'est les engagements par rapport à la réduction des émissions, parce qu'on voit qu'en Tunisie, réduire les émissions, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire on gère mieux les déchets, on gère mieux les industries et on ira vers des industries plus durables. On ira vers le renouvelable et avec une forme plus propre, plus durable de l'énergie. C'est vraiment des enjeux qui nous intéressent en dehors des enjeux climatiques. C'est des enjeux de développement futur de la Tunisie. Donc là, la Tunisie, elle s'engage à la fois sur l'atténuation, mais également comme pays vulnérable, ça s'engage sur l'adaptation. Et c'est dans cet esprit-là que ça a été élaboré la CDN de la Tunisie. Et je rappelle que dans la CDN de la Tunisie, ce n'est pas exigé, mais beaucoup de pays le font, c'est qu'ils estiment un peu le budget et le besoin pour financer ce qui est engagé dans la CDN. Et donc, disons, les orientations, les grands programmes qui sont dans la CDN ont fait une genre d'évaluation. C'est pour donner la visibilité au niveau international et pour dire que pour la communauté internationale, que nous sommes engagés. On compte beaucoup sur nos ressources propres, mais les ressources propres sont limitées et on compte beaucoup sur la coopération internationale. Et le budget qui est très juste, qui a été évoqué par Aïda, c'est pour atteindre nos objectifs pour la CDN, que ce soit dans l'atténuation, mais également dans l'adaptation, on aurait besoin de quelque chose comme 19,3 milliards de dollars. C'est énorme pour les 9 années à venir. Mais c'est voilà. Et donc, ce budget, en fait, c'est réparti entre à peu près 14 milliards dans l'atténuation et à peu près 5,3 milliards dans l'adaptation. Et en fait, ce budget couvre les actions identifiées par la Tunisie. Ce n'est pas le budget, mais le budget nécessaire à mettre en œuvre les programmes identifiés. Et ça veut dire quoi identifier? Ça veut dire que pour l'atténuation, c'est facile de calculer. On a un plan solaire tunisien, on a la politique de transition énergétique, on a des objectifs en termes de réduction des émissions, par exemple dans les déchets. Dans l'industrie, ce qu'on veut, c'est
c'est réduire les émissions dans les secteurs les plus polluants de la Tunisie. On les connaît, ils sont identifiés. C'est à peu près le secteur du ciment, le secteur de l'industrie chimique et le secteur de l'industrie de froid. Donc, on connaît à peu près. Pour l'adaptation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la question de développement et quels sont les impacts, les priorités de développement et les priorités par rapport au changement climatique. Donc, comme l'a dit Aïda, c'est des infrastructures, mais infrastructures dans quoi et ce qui existe jusque-là, on n'a pas une clarté sur les priorités en Tunisie. Vous savez qu'on est en train actuellement de planifier notre plan de développement en 2021-2025. Et jusque-là, on n'a pas ce plan. Et la CDN, c'est 2030. Donc, déjà, on a des difficultés pour 2025 et engager des concertations sur les priorités des secteurs tels que l'agriculture, tels que le tourisme, tels que le secteur, tout ce qui est les priorités sociales, tels que le transport, tels que la santé. Pour 2030, et identifier toutes les actions d'adaptation, c'est une tâche qui n'est pas facile du tout. Et donc, dans la limite des informations qu'on a eues, des priorités qu'on a identifiées avec les secteurs, donc les estimations sur les grands projets ou des grands programmes identifiés, c'est à peu près 5,3 milliards de dollars. Donc, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une question, c'est un faux problème, la question, ce n'est pas balancé, mais c'est juste qu'on a plus de clarté au niveau des secteurs sur l'atténuation que sur l'adaptation. Et donc, les 5,3 pour l'adaptation, c'est uniquement les actions qui ont été identifiées. Et ça peut toujours être actualisé, donc au fur et à mesure qu'on ait plus une identification des programmes prioritaires pour l'adaptation au changement climatique, par exemple dans l'agriculture ou dans le tourisme, ça sera intégré et la CDN peut être mise à jour à n'importe quel moment. Donc, c'est juste pour clarifier cela. Mais je pense que par rapport aux autres pays, c'est que la Tunisie, on est plus regardant sur les deux aspects, atténuation et adaptation, d'une façon équilibrée. On a un souci de finances actuel parce que les 19,3 milliards de dollars, quand on les cite, et on l'a déjà cité dans les ateliers, tout le monde est dans cette situation très économique, très difficile de la Tunisie. On a l'impression de sortir et de ne pas comprendre l'enjeu actuel économique de la Tunisie. En fait, non, ce n'est pas ça du tout. C'est que les 19,3 milliards, c'est le besoin, et le besoin ne passe pas par le budget public. Je pense qu'à peu près 70% de ce qui est exigé, c'est vraiment de l'investissement du secteur privé. C'est de l'investissement dans l'innovation technologique, dans tous les domaines. Hein. Le changement climatique, c'est un domaine et c'est un champ pour l'innovation technologique. Et on ne peut pas atteindre nos objectifs sans qu'il y ait réellement de l'innovation technologique, de la recherche appliquée qui suit ces objectifs mondiaux dans la découverte de nouvelles formes d'énergie renouvelable, de valorisation des déchets, d'industries plus propres et de technologies plus propres, d'une meilleure gestion de valorisation de l'eau, tout simplement, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture biologique. C'est un champ très vaste pour l'innovation technologique. Et donc, parmi les actions les plus prioritaires, en dehors du budget de l'État ou de la coopération internationale, un élément très clair qui sort dans notre CDN, nos politiques climatiques, c'est que la Tunisie, pour atteindre ses objectifs, elle doit beaucoup travailler sur l'investissement privé et favoriser l'implication réelle, efficace et effective, une redynamisation de l'économie à travers l'orientation vers l'investissement privé, l'amélioration du climat d'affaires, mais également travailler sur l'innovation technologique et intégrer l'innovation technologique dans les actions futures de la Tunisie. Ce sont les messages clés qui émanent de la CDN et qu'on est en train actuellement de négocier avec le gouvernement et tous les secteurs, comment mettre en œuvre ça. La CDN, ce n'est pas, à la limite, moi je dirais que ce n'est pas une politique
environnemental, c'est toute une politique et un choix de développement futur de la Tunisie. Et merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Semerli. Avant de passer à la prochaine question, je voudrais juste rappeler aux participants que ils peuvent ou elles peuvent poser leurs questions sur la partie Q&A, donc Q et A, en bas de leur écran sur Zoom, que je vais les adresser à nos intervenants à la fin de nos questions. Donc, je veux passer à vous, encore une fois, Madame Emna Frati, pour une dernière question. C'est déjà, si vous voulez réagir aux interventions qui ont été faites par les deux autres intervenants, vous êtes le bienvenu. Mais j'ai une question, en fait, parce que sur la question locale, parce que je sais que vous avez été actif, vous avez milité justement dans les campagnes de mobilisation à l'échelle locale. Je pense notamment à l'initiative Ville de Crame sans déchets en plastique, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les réalités et les mobilisations locales tunisiennes et le volet international de la lutte contre le réchauffement climatique qu'on a vu sur à la COP en fait? Merci pour la question, c'est très important donc le point évoqué. En fait, comme vous le savez, donc d'après le chapitre 25 de l'agenda 21, les jeunes, ils sont appelés à prendre part dans la prise de décision en ce qui concerne leur présent et leur futur. C'est-à-dire, ce point-là, il s'aligne justement avec le principe de l'agenda 2030 qui dit ne laisser personne de côté. Donc, les jeunes, à travers le monde entier, donc ils ont leur vision, leurs besoins qu'ils sont en train de défendre et qui peuvent apporter un plus par rapport aux politiques climatiques. C'est-à-dire, on ne peut plus penser à des politiques climatiques sans pour autant faire intervenir les jeunes parce qu'on travaille sur des politiques qui visent le futur, c'est-à-dire qui intéressent plus les jeunes. Ça, c'est un point que je commence toujours par l'évoquer. En tout cas, en parallèle des négociations climatiques, tout à l'heure, je l'ai évoqué. Donc, il y a ce qu'on appelle Conference of Youth, qui a démarré à partir de 2005, c'est-à-dire après 10 ans du démarrage des COP, des conférences des parties. Et là, les jeunes, c'est un moment où les jeunes du monde entier, ils se retrouvent pour échanger de connaissances, d'expérience et pour aussi préparer des positions qui vont les présenter auprès des décideurs ou plutôt faire de la pression auprès des décideurs pour passer des messages clés qui représentent la vision des jeunes et la vision de la société civile. Moi, honnêtement, j'ai participé à une seule COI, donc c'était la COI 13 en Allemagne. Et j'ai vraiment l'opportunité d'échanger sur plusieurs points qui peuvent intéresser la Tunisie, surtout que j'ai présenté un projet que j'ai dirigé à l'époque, donc qui s'appelait Adaptation citoyenne au changement climatique. Donc, on a eu des échanges avec des jeunes du Canada, du Maroc, mais aussi de la France sur les initiatives qui ont été lancées, qui se rapprochent à peu près de la thématique du projet. Ça, c'est d'une part, donc la participation des jeunes durant les conférences la conférence des jeunes. Aussi, donc, en Tunisie, les jeunes ne sont pas écartés de ce mouvement-là, même si les initiatives ils sont relativement assez modestes, mais il y a eu vraiment des initiatives qui sont très importantes. Donc, en fait, les jeunes, ils ont participé à la mise en place ou au lancement des projets, que ce soit d'adaptation, c'est le point qui a été évoqué par Aïda, puisque l'État, il a tendance de travailler un peu plus sur le volet d'atténuation. Donc, les jeunes, ils n'ont pas raté l'occasion de s'intéresser à cette thématique qui est très importante pour la Tunisie, puisqu'elle est vraiment, comme elle a dit Aïda, donc elle fait partie de la région méditerranéenne qui est hotspot du changement climatique. Donc, ça, c'est en second lieu. Aussi, honnêtement, moi, j'ai lancé plusieurs initiatives, à part les projets que j'ai exécutés avec des associations. Donc, vous avez cité la ville du Cram sans déchets en plastique. Donc, c'était une initiative pour sensibiliser donc, les acteurs
Et quand on parle des acteurs, c'est pas uniquement les acteurs, c'est-à-dire les acteurs, les représentants des structures publiques ou de la société civile, mais aussi on parle du citoyen en tant qu'acteur dans la gestion des déchets. Donc, le message, c'est vraiment de travailler ensemble pour avoir une meilleure gestion des déchets et ne pas donner la responsabilité à un seul acteur. Donc, c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes environnementaux et climatiques d'une manière générale. Mais aussi, j'ai lancé une initiative qui est très importante et qui s'aligne parfaitement avec ce qui a été évoqué par M. Mohamed Zmerli et Aïda tout à l'heure à propos de la contribution nationale déterminée. Donc, moi, J'étais active dans la société civile quand la première CDN était déjà soumise auprès du secrétariat et j'ai participé donc à la feuille de route qui a été préparée par le ministère de l'Environnement avec l'appui du PNUD donc, pour préparer la feuille de route de mise en œuvre du NDC. Et j'étais aussi impliquée dans tous les travaux qui concernent l'actualisation de la NDC. Et à travers ces expériences-là et ces observations-là, donc j'ai eu donc le réflexe avec ma collègue Wafi Ahmedi donc de lancer une initiative afin d'encourager ou de mobiliser les jeunes à donner des recommandations qui sont destinées au point focal de la Convention, à M. Mohamed, mais aussi aux experts qui travaillent sur l'actualisation de la contribution nationale déterminée. Et on a essayé d'apporter la vision des jeunes ou aussi des thématiques qui peut-être ils n'ont pas eu le réflexe d'y réfléchir. Donc on a préparé un ensemble de contributions et ça a été présenté donc dans un atelier d'échange avec le point focal, mais aussi avec les experts qui travaillent sur l'actualisation de NDC avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Et donc ces recommandations, ils ont touché par plusieurs thématiques, par exemple donc la gouvernance locale, donc le RRC, la réduction des risques et catastrophes naturelles, le genre, l'éducation environnementale, donc l'accès à l'information environnementale, donc plusieurs thématiques. Certaines ont été donc introduites dans les travaux de l'actualisation de NDC, mais d'autres, M. Mohamed n'a pas voulu laisser de côté ces recommandations. Il a dit on va essayer de travailler là-dessus pour essayer de les intégrer dans d'autres documents nationaux qui concernent le changement climatique. Parce que quand on parle du changement climatique, ce n'est pas uniquement la CDL, mais aussi il y a plusieurs autres documents comme le plan national d'adaptation, comme la stratégie nationale bas carbone. Et effectivement, ces jeunes-là qui ont contribué avec ces recommandations, ils ont été impliqués dans les travaux et comme ça, ils ont réussi à donner leur vision ou leurs recommandations pour améliorer, parce que nous, notre objectif, donc, c'est vraiment améliorer la politique climatique et aussi impliquer les jeunes dans la prise de décision. Et cette initiative, elle a été couronnée, ou plutôt, elle s'est étendue vers le lancement d'une autre initiative, donc qui a été appuyée par donc qui a été lancée par le ministère de l'Environnement et appuyée par la GIZ, qui est le groupe de jeunes négociateurs. Et franchement, cette initiative, elle a beaucoup apporté à la participation tunisienne à la COP26 et elle va aussi appuyer les autres participations parce qu'on a préparé vraiment tout un plan d'action. Donc qui contient plusieurs activités. Donc, bien sûr, le renforcement de capacité, on ne va pas le laisser de côté. On a toujours besoin de renforcement de capacité, mais à un niveau un peu plus élevé. Mais aussi, on va essayer de préparer des soumissions donc, qui vont être soumises au nom de la Tunisie à la Convention 4. Et comme ça, vraiment, on parle d'un vrai appui de la participation tunisienne au prochain COP. Et aussi, pas uniquement les COP, parce que quand on parle de négociations climatiques, il y a les organes subsidiaires que tout à l'heure, M. Mohamed en a parlé. Donc, c'est là où l'enjeu technique se joue, parce que généralement, les COP, c'est un peu plus politique que technique. Donc, les préparations des textes de négociation, ils se font durant les réunions des organes subsidiaires. Donc, vraiment, on compte beaucoup sur cette participation des jeunes
pour faire avancer donc, les négociations climatiques. Et pour faire le lien avec votre question, donc le lien entre le local et et le national pour aller vers l'international, ça c'est un point très très important que je l'ai senti à travers donc une autre initiative que j'ai lancée, donc qui s'appelle Local Climate Action. Donc c'est l'action locale climatique qui est appuyée par la fondation allemande Heinrich Böll. Donc c'est une initiative que j'ai lancée également avec ma collègue Magolé Coiffé. Et l'objectif c'est vraiment encadrer les villes, les municipalités pour qu'il ait un rôle dans l'action climatique, c'est-à-dire dans la mise en œuvre des engagements nationaux. C'est-à-dire, on ne va plus lancer des projets comme ça parce que ça nous intéresse la thématique, mais plutôt des projets qui répondent aux engagements qui ont été pris par la Tunisie, que ce soit au niveau de la NDC ou autres engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique. Et ceci va être traduit sous forme des plans locaux climat. Et là, vraiment, on a eu une vision bottom-up, donc comment les collectivités locales, ils peuvent vraiment contribuer ou jouer un rôle primordial dans l'action climatique. À travers la préparation des plans locaux climat, mais aussi la mise en œuvre de ces plans locaux par la mobilisation de la finance climat. C'était vraiment une expérience qui s'est étalée sur 2 ans, donc à partir de l'année 2020. Et cette initiative, elle a vraiment contribué à ce qu'on commence à parler du changement climatique ou de l'action climat à partir du niveau local, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales. Et c'est là où ça joue, parce que quand ça commence du niveau local, les besoins ils sont beaucoup mieux représentés. Et quand on va préparer donc, les prochains documents d'engagement climatique, ça va répondre aux besoins des localités et comme ça, notre action, elle va être beaucoup plus efficace et le message, il va être transmis d'une manière un peu plus solide que si on fait l'approche top-down. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fati. Donc, il y a Madame Aïda Delpech qui avait une réaction à faire à cette intervention. Madame Delpech, juste votre micro est coupé. Décidément, désolée. Alors, ce n'est pas une intervention spécifiquement par rapport à ce que vient de dire Emna, mais juste pour rebondir sur la discussion qu'on a eue avec Monsieur Mohamed Zmerli un peu plus tôt. Donc, voilà, je comprends bien que les projets d'atténuation dont on a parlé, donc pour baisser, on va dire, les émissions carbone de la Tunisie, en fait, ce sont aussi... c'est aussi une occasion, je pense, à mon avis, de répondre à plusieurs enjeux posés par les questions d'adaptation. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis rendue à Tozeur il y a 2 semaines pour couvrir en fait l'ouverture de la première centrale solaire publique en Tunisie. Donc c'est un événement assez inédit, assez important, qui pour le coup va plutôt du côté de l'atténuation. Mais en parallèle de cette inauguration, donc, qui fait partie de la stratégie énergétique dont M. Zmerli parlait plus tôt, j'ai rencontré aussi des agriculteurs, des gens qui souffrent et qui souffrent de plein fouet des impacts du réchauffement climatique et sur énormément d'aspects, par l'invasion de nouvelles maladies, par la raréfaction de l'eau, la sécheresse, etc. Et en fait, je veux dire par là que ce genre de projet, ce sont aussi une opportunité, dans certains cas, pour répondre à des questions liées aux effets directs du changement climatique. Ces agriculteurs, ils ont une dette énorme envers la STEG parce que depuis plusieurs années, comme il n'y a plus de précipitations et d'eau disponible, ils doivent pomper leur eau. Et ça nécessite énormément d'électricité. Donc, l'électricité a un coût très cher pour ces agriculteurs et ça représente les coûts principaux, en fait, quand ils font le calcul de leur coût de production. Et beaucoup d'entre eux demandent à ce qu'une partie de l'électricité produite par cette centrale solaire leur soit accordée, ou en tout cas que soient mis en place des mécanismes de subvention
pour que justement eux, qui sont en fait les plus vulnérables au changement climatique, on ne les laisse pas de côté et on ne les rate pas après l'implantation de tels projets. Voilà, donc je pense que c'est important toujours de relier l'aspect local, comme disait Emna aussi, ne pas passer à côté et ne pas mettre en place des projets qui peuvent paraître parfois assez hors sol et passer à côté des réalités locales qui sont très concrètes, très fortes et très urgentes aussi, parce qu'il s'agit de la survie de ces agriculteurs, mais aussi de la survie de tout un système qui est le système oasien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la partie Q&A de Zoom et aussi en tant que commentaire sur le live à Facebook. Et il y a juste Monsieur Hamza Hemouchen, je pense, qui a levé la main. Je pense qu'il voulait parler. Je vais vous donner la parole, Monsieur Hemouchen. Je pense que vous avez une question à poser. Vous pouvez parler, Monsieur Hemouchen, si vous voulez. Non. Alors, je ne vois pas de réaction. Bon, je vais passer dans ce cas-là. Je vais passer aux questions donc, qui ont été exprimées. Donc, il y a une question de Megan Ferrando. La transition climatique mène à des tensions entre priorités politiques, notamment entre le développement économique au court terme, maintenir des emplois, versus l'environnement au long terme. Le besoin de réformer les secteurs clés tels que l'agriculture. Comment atteindre un équilibre entre ces priorités sans accentuer les inégalités? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à une personne en particulier, mais je ne sais pas quel de nos intervenants voudrait répondre. Si vous permettez, je peux Oui, donner allez-y, Monsieur quelques Zimani, oui, éléments je de vous en prie. réponse. Oui, je pense que euh, toutes les actions qui sont prises dans la CDN, c'est des actions très liées au climat, mais c'est plutôt des actions de développement économique. C'est l'esprit de notre travail parce que les actions sont émanent des secteurs et des priorités des secteurs, y compris sur les questions emploi, sur les questions création d'emplois, redynamisation de l'économie, création de la richesse économique. Donc, ce n'est pas vraiment. L'idée principale, c'est que le processus de développement socio-économique doit être très aligné avec le climat. Et il ne faut pas qu'il y ait ce genre d'engagement très fort qui réduise le développement. Et c'est ça, je pense que Raïda, elle a parlé avant sur les priorités des pays en développement, et c'est ça, c'est toute les négociations au niveau international des responsabilités, c'est ça la justice climatique. C'est que l'idée principale, c'est qu'on s'engage sur des actions ou des actions climatiques qui favorisent le développement, favorisent l'emploi, favorisent la création de la richesse. Et en principe, c'est la CDN et la politique tunisienne, elle est basée sur ça. Et toutes les actions et les programmes identifiés, ils sont dans cet esprit-là. Donc, ce n'est pas vraiment un handicap ou quelque chose qui va bloquer le développement économique, c'est tout à fait l'inverse. Notre idée, par exemple, dans la CDN, c'est clairement identifié, c'est que dans l'objectif d'adaptation, c'est de créer la résilience de l'économie, donc au choc climatique, au choc de développement et aux chocs sociaux. Et la question d'inclusivité, elle est très importante, elle est très claire dans notre politique, si vous passez en revue la CDN. Elle a un premier objectif, c'est réduire les impacts du changement climatique sur le développement sectoriel, si vous prenez l'eau, si vous prenez l'agriculture, mais tous les autres secteurs économiques, et de favoriser la créativité, l'investissement privé et l'emploi. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison de poser cette question, mais c'est ça l'enjeu, c'est un choix national.
parce qu'on s'engage, mais en fonction de nos priorités. C'est ça le plus important dans les CDN et dans les négociations au niveau international, c'est que le choix des domaines ou des priorités, ça revient au pays. Et donc, chaque pays choisit les orientations, que ce soit en termes d'atténuation et que ce soit en termes d'adaptation en fonction de ses priorités en termes de développement socio-économique. Et donc, c'est ça l'intérêt du processus. Donc, le choix a été fait sur des actions qui sont de type, ce qu'on appelle win-win. C'est-à-dire, si on les mène, dans un esprit climatique, ça favorise le développement et ça réduit les disparités et ça favorise le développement social et ça réduit la pauvreté et les disparités entre les régions. C'est la ligne principale de conduite de notre CDN, que ce soit sur la partie atténuation et adaptation. Je pense qu'il y a un élément clé sur lequel on veut travailler et on l'a annoncé dans notre CDN, c'est la notion de précarité. Et la notion de précarité, c'est-à-dire favoriser les disparités entre les régions et les disparités entre les classes sociales. Et là, on entame un grand travail au niveau énergétique, sur la précarité énergétique. Et ce n'est pas nous qui menons cette activité, mais en coordination avec nos amis de la NME et de la STEG, sur le droit à l'électricité et à l'éclairage public dans les zones très défavorisées de la Tunisie. On sait très bien que dans certaines régions, certaines villes, dans des petits villages pour des considérations économiques, on est presque certains qui ne pourront plus, pour des questions de rentabilité économique, avoir le droit à l'éclairage et tout à fait à l'électricité. Donc, avoir d'autres formes de recours aux énergies renouvelables dans ces zones-là, dans un esprit plus social, c'est important. On a la même chose pour l'eau potable. On continue toujours aujourd'hui en Tunisie à avoir des villages entiers qui ne sont pas raccordés à l'eau potable. Je pense que le droit à l'eau potable, c'est un droit humain. Et donc, la réduction de la précarité, travailler sur la précarité dans tous les domaines, que ce soit dans l'électricité, mais la précarité également dans l'esprit environnemental. Il y a des zones qui vivent en permanence dans la pollution contenue. Et je pense que là, c'est une atteinte aux droits humains. Et ces questions-là de précarité et d'inclusion sociale, c'est au cœur du travail sur le changement climatique. Je vais juste réagir peut-être à Emna, je vais finir par ça. Je pense que quel est le rôle des acteurs publics et quel est le rôle des autres acteurs? Je pense que dans tous les pays du monde, nous, par exemple, sur la coordination, on est chargé, premièrement, d'identifier les orientations politiques. Et les orientations politiques, ou la politique climatique qui ne modifie pas les choses sur le terrain, c'est de donner les orientations et de favoriser ces orientations dans la planification de développement. C'est ça l'objectif. Mais bien évidemment, la planification ne change pas les choses. Et les choses ne changent que sur le terrain, à travers des projets concrets. Quand on est au niveau local, au niveau du municipalité, il est plus vulnérable. Et l'idée principale, pourquoi la délégation tunisienne, Emna l'a dit que j'étais dans la délégation, je n'étais pas dans la société civile, parce que c'est un droit, on est tous des Tunisiens et on a tous le droit de dire notre mot et de donner un avis sur les orientations que la Tunisie prenne, même dans les négociations. Et c'est pour cela que la délégation tunisienne a été très, très diversifiée. Et on a même des représentants des collectivités locales dans la délégation. Par exemple, on a choisi de faire participer 2 municipalités dans la délégation sur des critères, bien sûr. On était très transparent dans le choix. Et l'idée, c'est de assurer un peu plus de réseautage, plus d'appropriation des enjeux climatiques au niveau local, parce que c'est là où les choses pourront changer. Et on veut que nos municipalités passent et
évolue d'une responsabilité de gestion des services communaux basiques, gestion des déchets, etc., mais à une approche développement, et je pense que ça, c'est l'esprit du Code des collectivités locales. Et c'est pour cela qu'on les a ramenés pour voir ce que font. Ils font beaucoup de réseautage avec les réseaux internationaux des villes et pour qu'ils aient l'expérience nécessaire sur ce qui peut être fait sur le plan local en termes d'adaptation, comment mener les projets, quels sont les réseaux, comment échanger les expertises et également explorer des opportunités de financement des actions locales très liées au changement climatique. Voilà, je pense que c'est un D'accord. chantier à ouvrir avec les municipalités. Euh, Merci. et je vais m'arrêter là, merci. Excusez-moi. Donc, merci beaucoup. Donc, il y a une autre question justement que je vais poser. Comment la société civile tunisienne a créé des alliances et coalitions avec d'autres secteurs de la région, d'autres acteurs de la région arabe, ou aussi d'Algérie, Égypte ou d'autres pays d'Afrique et du Nord. Donc, je ne sais pas qui voudrait répondre parmi nos intervenants à cette question. Madame Euh, Frati. oui, je peux répondre. En fait, la société civile, donc, elle peut s'intégrer à des coalitions, que ce soit de la région MENA ou aussi même de la région africaine, quoi. Il y a pas de problème. Donc, je cite l'exemple qui est le plus connu au niveau de la Tunisie et surtout au niveau de la région MENA, qui est le CAN, donc Climate Action Network. Donc, on a le CAN arabe qui est il y a un certain nombre d'associations qui sont représentées dans le réseau CAN et qui mènent plusieurs activités. D'ailleurs, je vais citer une initiative qu'ils ont lancée en 2020. C'était l'organisation d'un local COI. Donc, parce que quand on parle de COI, c'est vrai, il y a la COI qui s'organise juste quelques jours avant la tenue de la COP, mais aussi il y a le local COI et le regional COI. Donc local COI, c'est au niveau du pays et regional COI, c'est vraiment au niveau de la région. Donc, c'était l'objectif de faire un local COI en Tunisie, après un regional COI dans la région MENA, mais ça n'a pas abouti parce que c'était vraiment la période où il y avait la crise sanitaire ou du Covid. Donc, ça, c'est la première partie, donc faire des coalitions donc, comme le CAN. Mais aussi, donc, moi, j'encourage vivement ce qui est en train de se faire maintenant en Tunisie, donc les coalitions au niveau de la Tunisie aussi. C'est parce que ça permettra de renforcer la position de la société civile. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu Madame Afif Marakchi qui est les participants. Donc, elle représente un réseau qui est Tunisie verte, donc qui mène beaucoup d'actions en relation avec la protection de l'environnement, mais aussi il y a plusieurs autres mouvements. Et là, vraiment, peut-être c'est un message donc, aux acteurs de la société civile tunisienne donc, de se regrouper, de faire des coalitions pour renforcer notre participation, du moins au niveau national, pour pouvoir avoir une autre vision, donc un peu plus forte, une position beaucoup plus forte au niveau des régions donc, et au niveau international. Ça, d'une part. D'autre part, je vais souligner un point qui a été évoqué au départ par Aïda, donc en ce qui concerne les groupes. Donc nous, quand on part dans les négociations, donc généralement, on appartient à trois groupes de négociations, donc qui est le groupe africain, le groupe arabe et le groupe G77 plus China. Et peut-être ces orientations ou cette appartenance à ces groupes de négociation pourra nous donner une idée pour s'aligner avec les organisations de la société civile qui appartiennent à ce groupe-là. C'est-à-dire le message que j'ai voulu passer, c'est pas se contenter de la région MENA, mais vraiment aller au-delà de ça, donc avec des autres ONG qui font partie de l'Afrique ou des pays en développement, parce que vraiment on a des besoins qui sont assez similaires et du coup le message pourra passer d'une manière un peu plus forte et plus directe au but. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, une autre question qui est la suivante. La notion de promesse non atteinte a été soulevée vite fait au début du débat. Comment instaurer la confiance chez un peuple qui a vu à plusieurs reprises son gouvernement tarder à accomplir ses promesses,
Entre parenthèses, je pense à Agarib, la pollution maritime, etc. Donc, je pense qu'il y a Mohamed Zimeli, monsieur Mohamed Zimeli qui veut répondre. Je vous laisse la parole. C'est une très bonne question. Et avant de partir à la COP, on a voulu être ambitieux dans un contexte qui était très difficile. Et c'est le type de réaction que j'ai eu quand j'ai annoncé qu'on aura besoin de 19,3 milliards de dollars, alors que la situation économique de la Tunisie, tout le monde la connaît. Hein. Et, et, et c'est ça le problème. Quand on a des difficultés actuelles, est-ce qu'on a besoin et on a la possibilité d'être ambitieux pour le futur? Je pense que c'est une question à la fois de conviction, de conception et de position. Je pense qu'il y a deux choses. Quand on est en situation économique difficile, et je pense que c'est le cas en Tunisie, économique, parfois peut-être c'est politique, mais je ne veux pas m'exprimer sur ça, ou social. Il y a deux choses. Ou bien on va dire qu'on va être trop bloqué par les difficultés actuelles pour améliorer le futur. Et là, on rentre dans un cercle qui est contenu de difficultés et pratiquement on ne va pas évoluer ou changer. Deuxième option, c'est que et ça, là, il faut avouer que même dans la définition des orientations, beaucoup de secteurs se sont opposés à l'ambition et ils étaient très bloqués par les situations actuelles et ils ont fait aux difficultés actuelles, disons, un facteur de blocage pour améliorer. Et si on est dans cet esprit-là, je pense qu'on va rester dans les mêmes difficultés sur le plan écologique, sur le plan économique et sur le plan social. Et je ne pense pas que c'est notre souhait, ça. Mais notre ambition, c'est de changer, d'améliorer la situation actuelle. Et pour améliorer, il faut être ambitieux pour le futur. Mais je pense que 2030, au niveau d'un pays, ça commence à être planifié à partir d'aujourd'hui et on doit prendre les mesures. Et il faut surtout se détacher des difficultés actuelles et chercher d'autres moyens pour améliorer la situation actuelle. Et c'est ça le cœur du travail. Est-ce qu'on est convaincu du changement? Est-ce qu'on veut être dans une situation meilleure ou pas? C'est ça la question. Et si on veut être dans une situation meilleure, il ne faut pas être bloqué par les difficultés actuelles. Il faut trouver des solutions pour surmonter les difficultés actuelles de la Tunisie. Et c'est ça le cœur du travail. Donc c'est ça. Et je pense que dans opter pour un nouveau modèle de développement où l'investissement privé, les jeunes, l'innovation technologique et l'amélioration de l'administration, parce qu'on est toujours dans une administration qui s'oppose au changement, franchement dit, et c'est que moi je pense qu'on a beaucoup de facteurs de blocage dans le système administratif actuel qui nécessitent d'être évités et en se comptant, on doit tendre vers une administration plus ouverte, plus propice à la création de l'investissement dans le futur et à l'implication de tous les acteurs, y compris le privé, et les jeunes, et les startups, et le travail sur les technologies. Il faut qu'on améliore cela, et on améliore le climat d'affaires et on améliore la prise de décision au niveau politique et au niveau de tous les ministères. Je pense que c'est un facteur, comme je l'ai dit dans mon intervention d'ouverture, ce sont des facteurs de réussite. Et le message clé, c'est que ce qu'on a des difficultés actuelles que tout le monde connaît, si on va être bloqué aux difficultés actuelles, on ne va pas changer. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Smiri. Donc, je vais prendre une dernière question
qui sont les plus vulnérables et quelles sont les priorités nationales au niveau du gouvernement pour subvenir à leurs besoins? Donc, je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Qui... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, je répète, qui sont les plus vulnérables, agriculteurs et autres, et quelles sont les priorités nationales au niveau du gouvernement pour subvenir à leurs besoins? Donc, je ne sais pas. Je Oui, peux répondre, mais alors ce sera très vaguement. Mais oui, je pense que parmi les plus vulnérables, on a les agriculteurs. En fait, on a tous ceux qui sont déjà. Monsieur Zmerli a parlé d'inégalités géographiques. Je pense que le sud tunisien est très vulnérable, notamment aux enjeux de sécheresse, aux enjeux d'élévation de la chaleur. Quand il s'agit de l'élévation du niveau de la mer, la population vulnérable sera la population côtière. Mais en fait, moi, je pense que plus on est pauvre, plus on est vulnérable, parce que moins on a les moyens, justement, à répondre aux enjeux et aux menaces qui pèsent sur soi. Et c'est pour ça que les pays les plus vulnérables, qui aussi composent un groupe au sein des négociations à la COP, ont levé d'une même voix et ont demandé à ce que plus de financement soit levé pour les pays les plus vulnérables. Donc voilà, ceux qui ont le moins de moyens sont les plus vulnérables. d'accord, merci. Madame Frati? Oui, merci Bédir. Donc, je vais continuer à répondre à la même question parce que elle s'avère simple, mais elle est très compliquée comme question. Et on a un petit problème par rapport à la vulnérabilité, surtout au niveau des pays en développement qui n'ont pas vraiment les moyens à mesurer ou les technologies pour bien mesurer les vulnérabilités et par la suite avoir des actions d'adaptation qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, je vais répondre autrement à la question. Donc, comme vous le savez, donc, quand on parle de la justice climatique, c'est vraiment admettre que le changement climatique, c'est un phénomène qui est très inégalitaire. Du point de vue de ses causes, quand on parle de responsabilité commune, responsabilité des pays, responsabilité historique des pays par rapport aux émissions des gaz à effet de serre, mais aussi elle est inégalitaire par rapport à ses conséquences. Et là, quand on parle des conséquences des changements climatiques, généralement, ils touchent les plus pauvres. J'aime pas dire ce mot-là, mais généralement les plus pauvres, c'est-à-dire les habitants des pays en développement d'une part, mais d'autre part les citoyens ou les personnes dont leur source de vie, c'est-à-dire leur activité économique, elle dépend du changement climatique. Et là, on cite les agriculteurs, les pêcheurs, ainsi de suite. Et c'est pour ça quand on parle des effets, les populations vulnérables, on parle des populations les plus marginalisées sur le plan socio-économique, mais aussi on parle d'un autre groupe qui sont très vulnérables, et là, ça nous permettra d'évoquer la thématique du genre. Parce que, pourquoi on parle du lien entre le genre et le changement climatique? Parce qu'il y a des catégories donc, qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique que les autres. Et là, on parle des femmes, par exemple, les personnes âgées, les personnes handicapées. C'est vraiment les personnes qui ont un peu plus de difficultés pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et là, ils sont les plus vulnérables. Ça, c'est le concept d'une manière générale, si on veut parler du degré de vulnérabilité entre les citoyens ou entre les peuples. D'autre part, par exemple, quand on parle de la Tunisie, vraiment les données de vulnérabilité sont des données très critiques parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de technologie et beaucoup d'efforts. Et moi, personnellement, j'ai suivi ces thématiques durant ma participation au COP. J'ai fait le suivi d'un point qui s'appelle le programme de travail de Nairobi, qui parle justement de la vulnérabilité et des mesures d'adaptation. Donc, la Tunisie, sa vision, quand elle a préparé sa contribution déterminée au niveau national, la première et la version actualisée, donc elle a classifié, en se basant sur les stratégies nationales de vulnérabilité et d'adaptation sectorielle, elle a classé ces secteurs les plus vulnérables et qui sont donc les ressources en eau, donc l'agriculture, les écosystèmes,
le littoral, la santé et le tourisme. C'est vraiment les secteurs les plus vulnérables. Et donc, les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là ou qui sont concernés par ce secteur-là, c'est-à-dire leur vie, elle dépend de ces secteurs-là, ils vont être automatiquement les plus vulnérables. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à nos intervenants aussi. Je vais. Monsieur Zmali, vous avez peut-être un petit dernier jeu. Je vois que vous avez levé la main. Non, mais j'ai vu dans le chat une question qui m'intéresse particulièrement sur les oasis. Ça a été évoqué par Aïda. Oui, les oasis sont intégrés pour la première fois dans la CDN actualisée comme un écosystème très vulnérable. Et très prochainement, on est en train de préparer un projet sur la vulnérabilité des oasis, mais avec des actions concrètes. Donc, nos amis qui sont dans les oasis, ils seront, je pense, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler sur un projet concret pour la première fois, très lié au changement climatique et l'adaptation au changement climatique dans les oasis, et avec un zoom sur Tozor. Voilà, merci. D'accord, merci. Donc, avec cette note, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à nos intervenants et merci à vous aussi d'avoir participé aujourd'hui à ce webinaire. Vous pouvez consulter nos articles et rapports sur la situation et de l'environnement en Tunisie sur notre site web. Nous tirons aussi votre attention aux 2 articles suivants qui portent sur le sujet, sur la banlieue sud de Tunis, la mise en agenda du problème de la pollution maritime, et aussi l'article « Une décentralisation inachevée, gestion des déchets solides, politique locale et activisme environnemental en Tunisie ». Vous pouvez trouver tous les liens nécessaires sur notre site internet. Merci à vous et nous attendons à prochain webinaire d'Ari. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.